Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pépites et Pépins, le podcast des entrepreneurs qui parlent du vrai quotidien de l'entrepreneuriat en 2025. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Céline, la fondatrice de l'entreprise Être, qui tourne autour du bien-être holistique. Et nous allons parler d'une thématique qui nous a souvent été demandée. Comme vous le savez, il y a quelques années, j'ai fait un burn-out et c'est ça qui m'a lancée dans l'entrepreneuriat. Et c'est aussi ça qui a fait que j'ai rencontré Céline quelque part, et en tout cas que notre rencontre a été aussi fluide dès le départ, c'est que nous partageons cette problématique, et on a décidé d'aborder le sujet aujourd'hui. Tout d'abord, du coup, Céline, j'aimerais bien que tu te présentes, ce que tu fais dans la vie, mais aussi qui tu es. C'est qui Céline ? Alors, hello Solène, merci de me recevoir. Et donc, je suis Céline et je suis la fondatrice de Être, une société que j'ai créée il y a 2 ans presque. Et la mission de cette entreprise, c'est de se reconnecter au vivant. À la fois pour des massages dans l'individuel et dans le collectif également, avec des formations et des ateliers. Mon fil rouge, c'est d'accompagner justement le fil de vos vies et à travers à la fois des soins, ça peut être le soin Rebozo qui utilise les tissus mexicains, à la fois aussi sur des apprentissages ancestraux comme la teinture végétale, tout ce qui touche en fait à notre peau, à notre corps de manière holistique, c'est-à-dire un peu plus large qu'un simple massage. Trop bien. Et donc, du coup, toi, tu as monté cette boîte il y a 2 ans, mais il me semble que tu as un petit peu plus d'expérience que 2 ans. Ouais. C'est quoi ton expérience ? Alors, j'ai toujours été dans le milieu du bien-être et de l'esthétique, en tout cas. Et mon parcours est passé par des grosses entreprises de la cosméto, dans la formation, dans le spa, et jusqu'à arriver en fait à un poste de responsable formation pour un gros groupe cosmétique. Pour la petite anecdote, nous sommes du coup toutes les deux premières formatrices de la Mona Academy, parce que notre passion aussi commune, au-delà du bien-être et des expériences clients, donc tournées autour de l'holistique, vous l'aurez compris, notre deuxième passion, c'est la transmission. Et du coup, voilà, on partage ça aussi. On aura tout au long du podcast un genre de regard un peu pédagogique et on va essayer inspirant, parce que ça fait partie de notre passion commune. Et du coup, quand tu parles des grosses boîtes, ça a duré combien de temps ? Ma plus grosse expérience a été 10 ans dans Okay. une entreprise dans laquelle j'ai évolué sur différents postes jusqu'au dernier poste où j'avais beaucoup de responsabilités. Donc là, aujourd'hui, tu es solopreneur. Ouais. Et tu viens d'une grosse boîte. C'est quand même un virage à 360. Qu'est-ce que tu en retiens de la différence entre les deux, des avantages et des inconvénients des deux statuts ? Alors, évidemment, c'est complètement différent. Moi, j'avais la chance d'avoir un poste où j'avais beaucoup de liberté et où je manageais, donc j'avais quand même ce côté un petit peu indépendant sur mon poste, et c'est ce qui me plaisait aussi. Dans l'entrepreneuriat, je suis solo, mais à travers que ce soit les formations ou des partenariats que je peux avoir, je travaille quand même beaucoup en équipe. C'est quand même quelque chose d'assez moteur et important, parce que c'est vrai que quand on est solo et à son compte ou en freelance ou autre, on peut être vraiment dans cet aspect de solitude qui fait que on peut se perdre aussi là-dedans. Donc voilà, les différences, elles sont, c'est le jour et la nuit en réalité, et je pense qu'on ne peut pas comparer l'expérience, même si au fond, quand on devient entrepreneur, c'est qu'on a ça aussi en soi depuis toujours. Le mojo. Mm. Et du coup, on va aborder, donc nous allons avoir un deuxième podcast où nous parlons justement de nos expériences et de ce qu'on en a tiré comme apprentissage, et du coup de notre vision aujourd'hui d'entreprendre dans la beauté. Donc je vous invite à stalker la page Deezer ou Spotify ou Apple Podcast ou tout ça pour trouver l'autre épisode. Mais aujourd'hui, ce qui nous anime comme sujet, c'est ce fameux burn-out. Alors déjà, est-ce que toi tu l'appelles comme ça ? Parce qu'il y en a plein qui aujourd'hui trouvent que ce terme est devenu trop générique, trop instagrammable, trop ceci, cela. Moi je l'ai gardé, toi aussi ? Ça a été une vraie interrogation pendant mon burn-out, de savoir si je me reconnaissais dans le burn-out. J'ai mis du temps et j'ai cherché ce que symbolisait cette notion de brûler, en fait.
Parce qu'au début, en fait, je me reconnaissais vraiment pas. Et je pense que c'est aussi le chemin d'acceptation de se dire... et ce qu'on recherche, c'est finalement un diagnostic pour comprendre ce qui nous arrive. Et en fait, oui, aujourd'hui, je dis que j'ai fait un burn-out, mais en fait, je le symbolise comme vraiment un rituel par le feu, un rituel qui nous brûle, qui fait qu'on est en cendres et qu'on renaît, en fait, à travers cette expérience. Donc oui, aujourd'hui, je parle de burn-out, même si j'ai mis du temps. Ouais, c'est rigolo parce que moi, c'est un peu comme c'était très génération Instagram, on en entendait partout et que je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Et alors, pour le coup, je suis la championne du monde du déni, hein, donc bon, je voulais pas l'accepter. Et pour le coup, ce qui m'a réconciliée avec le terme, c'est cette sensation de brûlure parce qu'un jour, mon médecin m'a dit « Tu as brûlé à petit feu pendant 10 ans ». Parce qu'on pense souvent que le burn-out se déclenche sur des événements particuliers. Alors bien sûr qu'il y a toujours un petit déclencheur, mais moi je fais vraiment partie des gens qui ont cultivé un burn-out pendant 10 ans, voire même peut-être plus, en tout cas professionnellement 10 ans. Et à petit feu, je me suis complètement cramé la santé de manière générale. Ça a été quoi toi tes symptômes et ça a été quoi c'est quoi la brûlure? Alors moi je pense que ça faisait des années en fait que c'était là et je pense aussi, mais ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y a des profils aussi sensibles au burn-out. Voilà, une hypersensibilité, une éducation aussi, où il ne faut pas dire non, il ne faut pas poser ses limites. Quand l'employeur dit quelque chose, il faut tout faire pour satisfaire en fait les supérieurs. Moi je parle aussi beaucoup de syndrome de la petite fille parfaite qu'on peut avoir, qu'on est beaucoup à avoir et ma génération je pense aussi beaucoup. J'ai beaucoup d'amis qui parlent de ça. Et donc oui, il y a un profil quand même qui est peut-être un peu plus sensibilisé par ça et tout un apprentissage qu'on fait dans le burn-out. Donc moi je pense que j'ai porté un masque pendant des années, en fait. Je me suis adaptée à un contexte qui, en fait, ne me convenait pas. J'avais un parcours où, en même temps, on me faisait confiance, on me faisait grandir, on me mettait en avant, je faisais plein de choses, je faisais des événements avec des journalistes. Donc, en fait, en même temps, autour de moi, on ne comprenait pas pourquoi j'étais pas à ma place et pourquoi j'ai craqué. Le burn-out est souvent fait par des gens qui sont doués dans leur travail, d'ailleurs. Oui, oui, parce qu'en plus passionnés, et on en donne beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup trop, mais sûrement qu'effectivement, on dit tout le temps oui. On n'ose pas. Ouais. Moi, alors, j'avais des symptômes sans m'en rendre compte. Et en fait, j'étais arrivée à un moment d'épuisement où je ne pouvais plus me lever, et je pouvais plus. Et j'étais vraiment dans une souffrance totale d'aller travailler. Et en fait, je suis suivie par une kinésiologue et dans l'urgence, je lui dis là, j'ai besoin de faire une séance parce que vraiment, je vais pas bien. Et en fait, au début de séance, elle m'a dit je ne peux rien pour toi. Là, il faut t'arrêter. C'est la première fois qu'on me disait il faut t'arrêter. Et en fait, c'est quand je me suis vraiment arrêtée, en allant chez le médecin en me disant mais de toute façon, on ne m'arrêtera jamais puisque je vais bien. Je suis une force de la nature, voilà. C'est ça. Et je ne me suis jamais arrêtée. Donc, donc c'est quelle pas grande fierté. Exactement, ouais. À l'époque, ça l'était. Et en fait, c'est quand je me suis arrêtée qu'effectivement, le corps a lâché complètement. Quoi. Presque du jour au lendemain. Ouais, moi, je pense que j'ai senti plein de symptômes avant, mais que pareil, par fierté de ne pas m'arrêter. Et pour le coup, tu parlais de ta génération. Moi, ma génération s'arrête beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'était une vraie fierté d'être de cette génération-là et d'être la seule qui ne s'est jamais arrêtée, sauf pour un accident de voiture où j'ai fait des tonneaux quand même. Donc c'était le seul arrêt maladie légitime que je trouvais. Et effectivement, du coup, j'ai fait 1 mois de migraine, j'ai dû perdre 14 kilos avant de vraiment... mais d'un autre côté, pour le coup, moi, j'étais pas si surprise. Le jour où je suis allée chez le médecin, je me suis dit... C'est sûr qu'on va m'arrêter là. Ah ouais, je faisais 1m70, 46 ou 47 kilos. Bon, c'était cadavérique. J'étais blanche comme tout. Je savais que les vomissements m'avaient même attaqué un peu la voix et tout. C'était physique, quoi. Mais c'est clair que quand même, le jour où on m'a dit « tu t'arrêtes », il y a eu une fraction de seconde dans la tête où je me suis dit « et si je le fais pas ? Ça va faire quoi ?» Bon, je l'ai fait quand même. Et en termes de symptômes, c'est lequel qui a duré le plus longtemps ?
Celui dont on se remet peut-être encore? Je me souviens plus, honnêtement. Alors moi, j'ai un défaut, c'est que je ne me souviens plus des choses et que je passe vite. Enfin, vite, pas si vite que ça, mais quand c'est passé, et quand c'est digéré, c'est digéré. Je pense que moi, je perdais beaucoup la mémoire. J'avais un truc vraiment dans le cerveau de cramer, quoi. Je perdais tout. La fatigue, évidemment, une fatigue extrême. Voilà, mais je pense que ce qui m'a fait le plus peur, c'était cette perte de mémoire où on me disait quelque chose. Enfin, remarque, finalement, j'ai aussi oublié, donc peut-être que c'est... C'est un peu lié. Mais ouais, vraiment, j'avais le cerveau déconnecté, cramé. Ouais, mais c'est ça. On a une faculté de se mettre dans un genre de bulle pour ne plus ressentir et pour justement continuer à être dans un mécanisme, un automatisme qui est quand même assez incroyable. Mais je pense que moi, c'est pareil, je me souviens pas trop d'un truc qui m'a vraiment perturbée. Je pense que le poids, ça a toujours été un sujet pour moi, donc ça a été forcément tellement impressionnant comme état que je m'en souviens. Mais finalement, j'ai repris du poids assez vite. En un an et demi, j'avais repris et stabilisé. Donc je pense qu'on n'est pas obligé de traîner les symptômes, même si on a été assez loin dans le burn-out. Et que ça peut être important de le dire dans ce podcast aussi, pour les gens qui peut-être se reconnaissent dans ce genre de discours. On s'en sort, et en vrai, on s'en sort très très bien, avec un tas d'apprentissages sur soi-même, une façon souvent de travailler qui est forcément, c'est même pas souvent, c'est forcément différente. Mais c'est ce qui nous a amené, nous, aujourd'hui, à une forme d'épanouissement. Oui, et en fait, c'est ça le rituel par le feu. C'est évidemment qu'on s'en sort et on a un avant et un après qui est différent. Ouais. Mais de toute façon, on s'en sort toujours. Ouais. Et à travers la maladie, bah voilà, ça nous parle de nous aussi et ça nous parle de ce qu'il faut aussi peut-être changer. Ouais, c'est ça. C'est un apprentissage. Et après, c'est difficile quand on y est parce que c'est... En fait, moi, j'ai cherché beaucoup de ressources, beaucoup de choses que je ne trouvais pas. Un accompagnement chez un médecin généraliste qui n'était pas forcément très capé pour faire ça, à part mettre des arrêts maladie. J'avais jamais consulté de psy. Donc, trouver les bons psys, c'est aussi tout un chemin, un peu de croix, de trouver les bons accompagnants. Et aujourd'hui, même si c'est la maladie du siècle, on n'a pas forcément les outils. Ouais, moi, à l'époque, il n'y avait pas forcément beaucoup de retours. Il y avait quelque chose d'un peu honteux aussi de dire, en fait, t'as craqué. Donc oui, c'est un parcours, en fait. C'est un chemin presque d'éveil sur quelque chose qu'il faut stopper et reprendre différemment, ouais. Et dans Pépite et Pépin, on parle souvent de l'entourage. Alors, on en parle souvent en tant qu'entrepreneur, mais là, dans le cadre du burn-out, toi, ça a été accueilli comment par ton entourage ? Alors, mon conjoint, je pense déjà, mais je fais le parallèle aussi avec la dépression, etc. Je pense que tant qu'on ne le vit pas, c'est difficile de le comprendre. Bien sûr. Et lui-même ayant son propre rapport au travail, à l'entreprise, etc., et ses propres peurs aussi, etc., et puis son cadre de référence en termes d'éducation. Il ne l'a pas compris, je pense. Quand je lui ai dit « je vais m'arrêter », il m'a dit « mais non, mais au contraire, vas-y, montre-leur que… » alors que c'était pas du tout… Ouais. Alors qu'en fait, j'avais juste besoin qu'on me dise « t'as raison, arrête-toi, repose-toi, prends du recul et ça ira mieux après. » Donc, voilà. Mais dans ce côté un peu challengeant qu'il m'a mis, ça m'a permis d'avoir un cadre aussi pendant mon arrêt maladie, où finalement, comme il allait travailler, je me levais tous les matins. Son côté actif faisait que je restais active aussi, etc. Et puis dans nos échanges sur ce qu'on faisait dans la journée, je pense que ça m'a aidée à garder et à faire quelque chose de mes journées, justement. Donc c'était pas simple parce qu'il fallait exposer mon état, sans que l'autre le vive, donc sans forcément qu'il le comprenne. C'est clair. L'entourage n'est pas toujours le plus armé pour remarquer, parce que le burn-out, en fait, c'est vraiment un des premiers symptômes, c'est le déni. Et cette force qu'on a et qu'on entreprend à se le cacher à soi-même est encore plus visible par les autres.
Donc ça veut dire que ce qu'ils voient, c'est encore plus cette façade et encore plus ce truc faux qu'on travaille pour nous-mêmes à établir sur notre visage et sur tout. Un genre de clôture, de carapace qui est très épaisse. Donc déjà que nous, on la sent pas effectivement sur l'inverse. Voilà. Et en plus, il y a des mécanismes un peu... pour se détourner du vrai problème qui fait qu'on s'occupe souvent beaucoup des autres. Donc la plupart des gens qui font des burn-out sont aussi ceux qui s'occupent énormément d'un foyer, de leurs relations amicales, de leurs relations avec leurs partenaires, parce qu'en fait ça les dévie de leur propre état à eux. Et donc forcément ces gens dans l'entourage sont les personnes limite les plus surprises. Et c'est vrai que d'avoir aujourd'hui un bon médecin, moi j'ai eu la chance d'avoir une super généraliste qui est jeune, donc formée à cette maladie du siècle, comme tu dis très justement, mais pour le coup, je pense que quand on se sent pas pris en charge par son médecin généraliste, ça vaut le coup peut-être d'aller en changer. Et avoir cette personne un peu neutre qui peut nous dire ouais là ça va pas. Des fois d'aller chez le psy c'est un peu plus compliqué, mais déjà pour moi le médecin généraliste qui sait reconnaître, qui dit ah là il faut se stopper, pour moi c'est la meilleure personne aujourd'hui en tant que première personne pour déclencher tout ça. Et alors le déclencheur? Le déclencheur, ça a été un manque de liberté qu'on m'a sucré en fait. Et le burn-out de ma propre responsable. En fait, j'avais une manager qui était extraordinaire. Et c'est aussi pour ça que j'ai résisté aussi longtemps. Ouais, vous vous êtes portés mutuellement. Ouais, on se portait. Et quand elle-même a passé son processus, parce qu'il y avait certaines choses dans l'entreprise qui faisaient qu'on passait par là, on s'est retrouvés seuls avec d'autres managers. Et là, je me suis dit, waouh, alors en plus de quand même ce travail qui était très lourd et cette charge de travail qui était énorme, en plus, j'ai plus l'humain, la liberté. Donc ça a été l'élément déclencheur, parce que je pense réellement qu'en fait, on est sur la longueur, sur le fil, et qu'il y a un élément qui fait qu'on s'écroule parce qu'on n'arrive plus à faire face et qu'on n'arrive plus à faire semblant et qu'en fait notre corps est en train de nous dire il faut t'arrêter maintenant parce que là ça va être compliqué. Donc ça a été un changement de management qui a été fatal qui a été fatal dans mon parcours. Ouais. C'est souvent que les gens pensent par raccourci que quelqu'un qui fait un burn-out c'est quelqu'un qui travaille trop. En fait, pas toujours. Quelqu'un qui fait un burn-out, souvent, c'est qu'il ressent trop d'émotions, canalisées à un truc qu'il ne sait pas gérer, en tout cas. Et du coup, c'est hyper intéressant que toi, ça a été le rapport à la liberté, parce que ça donne tout son sens dans l'entrepreneuriat derrière, et qui a été, j'imagine, qui a fait partie de ton processus de guérison. L'entrepreneuriat a fini de guérir les burn-outés, dans certains cas. Mais pour le coup, moi, j'ai jamais autant travaillé qu'aujourd'hui, et pourtant, jamais autant été équilibrée qu'aujourd'hui non plus. Et j'ai fait un burn-out il y a 3 ans et demi, quand je bossais moins en termes de quantité, mais par contre, j'engrangeais 10 fois plus de frustration. Donc des fois, il faut, pareil, sur ce truc d'entourage, moi, quand j'ai recommencé à beaucoup bosser dans l'entrepreneuriat, tout de suite, mes proches m'ont dit « Arrête de bosser comme ça, t'as déjà fait un burn-out, tu veux faire le deuxième ?» Comme si c'était voulu. J'adore faire des parenthèses. Et en fait, j'ai eu du mal à expliquer à mon entourage que c'était pas la quantité de travail qui m'avait amené là. Moi, c'était clairement la frustration. On était sur 10 ans de management ultra patriarcal, de mecs qui avaient entre 45 et 55 ans et qui échouaient un petit peu dans le management de la nouvelle génération. Et, ou dans même des recherches de performance, ou même avec les clientes, voilà. En tout cas, ils étaient spectateurs de moi, les trucs bien que je faisais dans leurs établissements en tant que salariés. Et en fait, ça leur mettait en miroir leurs propres échecs. Et du coup, ça a été 10 ans d'humiliation. 10 ans où, pareil, on m'a enlevé toutes les libertés. Dès que j'ouvrais un peu trop ma bouche, on me descendait pour me contrôler. Et au final, je bossais beaucoup, oui, parce qu'on m'a appris à bosser beaucoup. Comme tu dis, l'éducation joue énormément. Moi, la famille d'agriculteurs a joué pour 50% du burn-out. Mais c'est surtout une question de rapport au travail et effectivement de rapport à la hiérarchie. Moi, dès qu'un de mes employeurs me disait que je suis nulle, je prenais argent comptant, je suis nulle. Forcément. Ça me décuplait
du travail derrière, parce que j'avais envie de prouver, surtout avec ce jeune âge. Je travaille depuis que j'ai 14 ans, donc tu as envie de prouver à 14 ans jusqu'à 24. Mais au final, ils y arrivaient en termes de performance, mais pour un petit temps donné, où moi, ça ne cultivait que un genre de mauvaise estime de moi et de manque de confiance en moi. Et du coup, je voulais absolument avoir mon salon. Je voulais absolument avoir ça. Mais comme on me répétait tout le temps que j'étais nulle, je me disais, c'est pas encore le moment. Du coup, je nourrissais cette frustration de me dire, ok, mon rêve, je peux toujours pas le réaliser parce que je suis nulle. Et un jour, je fais une formation, management. Ça fait des mois et des mois qu'on me dit que je suis une manager nulle, même des années. Et au bout de quelques heures, je tombe avec d'autres patrons de salons de coiffure que je trouve beaucoup plus admirables que mes propres employeurs, que tout de suite je prends en estime. Au bout de 2-3 heures, ils me posent des questions, ils sont intéressés par mon discours, ils ont envie d'en savoir plus, et surtout, ils ont envie d'entendre mon avis, quoi. Et je me dis, attends, peut-être pas si nul, du coup. Je suis peut-être pas si nulle. Et là, en fait, j'ai juste pris l'énorme claque de 10 ans de frustration à écouter les autres et à écouter surtout des patrons qui voulaient juste me contrôler. Et alors qu'en fait, tout ce temps, si je les avais pas écoutés, j'étais déjà légitime peut-être de monter ma boîte depuis quelques années. Et j'avais perdu du temps. Et ce truc de se dire que j'avais perdu du temps, de l'énergie pour d'autres personnes, je pense que c'est ça ça m'a décapsulé complet. J'ai pété un câble. En 3 mois, du coup, ça a été la descente aux enfers. Même si on perd pas de temps. Mais oui, on perd pas du tout de temps. Et en fait, je trouve qu'un burn-out, ça nous fait même faire un gap hyper vite. Ouais. Alors après, hyper vite, oui et non. Il y a des gens qui vraiment se mettent très longtemps. Et je pense que moi, j'ai mis longtemps à m'en remettre. Et quand je regarde les dates, en plus, on a une temporalité qui est un peu différente quand on est arrêté, etc. Mais quand je regarde les dates et le parcours, je me dis, ça a mis du temps. Même encore après, je pense que c'est des choses à être attentive, etc. Mais en réalité, c'est un vrai chemin initiatique qui nous fait grandir. Et on ne le vit pas par hasard. Non, c'est clair. Ouais. Moi, aujourd'hui, je suis assez contente de l'avoir vécu au final. Mais comme beaucoup de choses qui m'arrivent de difficiles, après, j'ai pas mal de gens sur Instagram qui me disent qu'à trop prôner la résilience, on fait culpabiliser les gens qui ne le sont pas. Donc je tiens à dire qu'effectivement, on n'est pas obligé d'avoir vécu des trucs hyper durs pour être résilient. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Il y a beaucoup de choses très compliquées, notamment au niveau santé, qui me sont arrivées, où maintenant, j'arrive à être contente de ça, parce qu'effectivement, ça m'a fait passer des chemins. Même si, voilà, encore une fois, on n'est pas obligé d'y passer. Mais en tout cas, personnellement, je pense que j'avais besoin de cet énorme coup de pied aux fesses pour avoir la rage d'entreprendre comme ça. Parce que si j'avais entrepris avant avec une légitimité donnée par les autres, un employeur par exemple qui m'avait donné ma chance, je sais pas, à 20 ans, et qui m'aurait encouragé, qui m'aurait dit vas-y monte ta boîte, je pense que je serais vraiment restée dans le modèle que cette personne-là m'a donné, et dans un certain confort. Alors que là, qu'est-ce que ça a fait avec le burn-out ? Je me suis dit ok, pendant 10 ans j'ai travaillé dans des modèles qui ne me correspondent pas, j'ai fait une 15aine de salons de coiffure quand même, donc on peut pas dire que j'ai pas testé tout ce qui se faisait, et il y avait rien qui me convenait. Mais j'adore mon métier. Quand même, c'est très bizarre d'être aussi passionnée par les gens, aussi passionnée par le management des coiffeurs. J'adore les coiffeurs et j'adore les clients. Il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce que c'est ? Ok, c'est les codes de mon écosystème. Donc ok, là je vais entreprendre, mais pas parce que je veux monter ma boîte et que c'est le rêve de gosse. En fait, ça y est, c'est fini. Grâce au burn-out, je vais entreprendre parce que je veux changer les codes qui me correspondent pas et qui m'ont amené à un état de santé aussi grave. Je dois pas être la seule à souffrir de ces codes-là. Donc je choisis d'entreprendre pour résoudre le problème à la source. Du coup, bon, effectivement, ça devait nous arriver. Ouais. Après, entreprendre n'est pas forcément la porte de sortie du burn-out. Non. Non. Pourtant, beaucoup le prennent parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'arriveront pas à rentrer dans un système ou dans un travail de groupe, du management, etc. Du coup, passent par l'entrepreneuriat, mais au fond, c'est juste une fuite. Donc, en fait, oui, certains vont en fait avoir cette fibre-là, en tout cas peut-être pour un moment donné dans leur vie, et puis voilà, le chemin est tellement long qu'on ne sait pas ce qu'on fera. Mais entreprendre n'est pas la finalité d'un burn-out au final, non, c'est clair. pour tout le monde en tout cas, c'est clair. Ça dépend vraiment de chacun. Et tu disais que la résilience, etc. Après, je pense qu'il faut dire que chacun va vivre son burn-out de manière totalement différente, va se faire accompagner de manière totalement différente, va apprendre d'autres choses. Et l'idée, et c'est ce qui est intéressant dans ce type de podcast, c'est
Au contraire, d'aller faire une bibliothèque de toutes les expériences et de pouvoir se dire ça me parle et ça me parle pas. Moi, je vis ça ou pas. Et peut-être que je vais le vivre plus tard. Voilà, c'est pas forcément de chercher, et même dans une définition. Et c'est pour ça aussi que nos proches ne comprennent pas le burn-out, c'est parce que la définition, c'est quelqu'un qui travaille trop. Ouais, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas de définition. Et c'est un mal du siècle, peut-être, à cause de ça. Parce qu'on cherche peut-être à mettre dans des cases et dans un mot, et voilà. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de définition de comment on y arrive. Il y a beaucoup d'histoires quand même qui ont des similitudes parce que c'est des ressentis qui quand même t'en amènent là et qui sont souvent similaires. Mais je connais des gens qui ont eu 3 ans d'arrêt après un burn-out. Et quand je leur raconte mon histoire, ils me disent « Oh là là, tu vas me juger ». Alors, tellement pas. Pas du tout, parce que justement, si y a bien un truc où on est tous complètement pas égaux, quoi, c'est notre rythme de manière générale. Il y a des gens, et c'est ok, qui vont avoir besoin d'avoir un rythme très soutenu derrière le burn-out, parce qu'il faut reprendre un peu la grinta, cette rage de vivre. Moi, c'est ce que j'ai vécu. D'autres, au contraire, qui vont garder le rythme. Alors pour le coup, moi, je me suis pas levée tout le long au burn-out. Hein. J'étais couchée, hôpital, voilà. Toi, tu as même gardé un rythme, comme tu le disais, avec ton conjoint. Pas tout de suite, mais voilà. Un peu un genre de tendance, quoi. Et puis, il y en a qui vont juste avoir besoin d'être au fond du seau pendant 3 ans, et c'est pas grave. Et c'est très bien, surtout, de savoir s'écouter. Et c'est vrai que, bon, pour ça, il faut en écouter peut-être un peu plus du podcast pour se sentir compris et légitime. Mais en vrai... tout est accepté tant qu'on guérit à la fin, quoi. Non, puis ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on entend quelque chose chez l'autre et qu'on va aimer ou qu'on va admirer, en fait, c'est qu'on l'a à l'intérieur de nous. C'est un vrai effet miroir. Et bizarrement, psychologiquement, on va se dire... ah mais moi je suis pas comme ça, alors que si. Alors que si tu trouves quelqu'un solaire, c'est que toi aussi tu as ce côté solaire. Exploité ou non, conscientalisé ou non, mais vraiment je pense que c'est un vrai travail aussi de se détacher de ce jugement. Et en fait c'est aussi pour ça qu'on tient si longtemps avant de se diagnostiquer en burn-out ou autre, c'est qu'on a peur du jugement, on a peur du regard, alors que le regard des autres il est complètement différent que celui qu'on porte sur nous, et qui est souvent beaucoup plus négatif que la réalité. J'ai jamais connu de gens qui ont fait des burn-out qui ont jugé d'autres gens qui ont fait des burn-out. Bien sûr. Ou il y a une communauté. Voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai, il y a un truc un peu communautaire, en vrai. On se comprend beaucoup. Si vous avez un petit doute sur votre état de burn-out et que vous entendez le mot burn-out dans une soirée, n'hésitez pas à vous rapprocher de cette personne pour en parler, parce que souvent... Enfin, vraiment, j'en ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes qui racontaient ça. Jamais j'ai connu un même burn-out. On en a tous des différents. Et jamais j'ai entendu un désintéressement de l'histoire de l'autre. Souvent, il y a même à chaque fois un genre d'envie d'y aller pour rencontrer tous les aspects du spectre du burn-out et se dire, ok, on a tous une manière justement différente. Ah mais tiens, mais toi, qu'est-ce qui t'a aidé ? T'as plus fait ça ? Ah, trop bien, moi j'ai fait ça, machin. Enfin, c'est... Au contraire, il y a une énorme bienveillance, mais c'est vrai qu'au début, on croit qu'on va nous juger, mais pas du tout. Quelles sont les leçons aujourd'hui qu'on a envie de retenir et qui nous font encore avancer aujourd'hui ? Comment on a transformé ça, quoi ? Comment on a transformé ça T'as changé ta manière de travailler ? C'est difficile de dire ça puisque j'ai pas du tout le même contexte et que finalement j'ai le même métier sans avoir le même métier, que chaque journée est différente et que j'ai la chance de faire de l'individuel, du collectif, voilà, dans mes accompagnements. Donc c'est difficile de poser une réponse tranchée là-dessus. Après, je pense que de manière éthique, je travaille avec des gens énergétiquement avec qui j'ai envie. J'ai plus peur d'arrêter certaines choses, certains partenariats ou certaines choses qui ne me conviennent pas. À partir du moment où je commence à me poser la question, je me dis qu'en fait, c'est que c'est déjà en fait une réponse et que c'est pas fait pour moi. Je m'autorise plus à tester des choses, du coup, parce qu'on a...
finalement, en tout cas dans mon cas d'entreprise, je fais plein de choses. Et du coup, j'ai plus peur de tester des formats, des trucs, des duos, travailler avec d'autres gens, faire des podcasts. Non, mais voilà, peut-être que je m'autorise plus de choses. Je fais peut-être plus confiance aussi. J'ai plus confiance en moi, je pense, parce qu'en fait, je suis seule. Mais en fait, peut-être que 2 ans avant, j'aurais pas pu le faire parce que j'avais pas assez confiance en moi et que ce chemin du burn-out m'a fait prendre conscience aussi de mes parts d'ombre, évidemment, beaucoup, mais aussi de mes parts de lumière. Et elles sont égales, en fait. Donc cette prise de conscience-là, elle est énorme de savoir comment on fonctionne. Et elle est indispensable pour pouvoir être en solo et entreprendre. Donc voilà. C'est pas une réponse très claire, mais ça rejoint bien ton besoin de liberté que tu as évoqué en manque et qui t'a amené jusqu'au ça, je pense que ça fait partie de ma personnalité en fait, et que je l'ai toujours eu, mais sans m'en rendre compte en fait. Et en fait, il y a aussi un truc familial. Moi, mes parents étaient entrepreneurs. Et en fait, j'ai grandi en les voyant galérer aussi. Galérer à payer leur URSSAF, leur TVA, leur machin. Et en fait, en grandissant, je me disais, mais jamais je serai à mon compte. Et ma mère me rappelait ça l'autre jour, une conseillère d'orientation. Je voulais être kiné. Elle m'avait dit, mais tu te rends compte que tu vas travailler autant que ta mère? Et ça avait choqué ma mère. Du coup, je fais pas ça. Non, mais bon, je suis solo quand même. Si, quand même. Ouais, voilà. Mais ça a construit ça, cette espèce de mythe, en fait, que non, c'était pas pour moi, alors qu'en réalité, si. Parce que finalement, quand même, toute cette lignée-là, je suis dans une lignée de gens aussi indépendants. Ouais. Et aussi, ça veut dire déconstruire, parce que dans cette lignée familiale d'entrepreneurs, il y a aussi eu des échecs, il y a aussi eu des choses financières, etc. Donc il faut aussi apprendre à décrypter, à savoir ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, et de prendre vraiment sa place, mais de manière individuelle. Et finalement, il y a comme un deuil de ce qu'on aurait voulu, ce qu'on avait imaginé, enfant peut-être même, et en fait, quelle est notre véritable place, en tout cas aujourd'hui. Après, je ne sais pas, dans 10 ans, elle sera peut-être complètement différente. Oui, c'est clair. Mais dans tous les cas, ça passe par un processus de reconstruction. Et beaucoup de personnes qui ont fait un burn-out avaient des choses à vraiment déconstruire profondément. Ça vient beaucoup de l'éducation aussi. Moi, c'était plutôt une famille où on entreprend, si on est un homme. Les femmes, elles font bien gentiment des enfants, elles la cuisinent, le machin. Voilà, donc forcément, moi j'avais même envie d'être un garçon toute mon enfance parce que je savais déjà que j'avais le truc de vouloir entreprendre, mais que est-ce que je vais pouvoir le faire parce que du coup je suis pas née dans le bon corps. Et en fait après il y a eu le côté revanche, mais ça a mis du temps vraiment à se déconstruire. Je pense que ces 10 années ont été un parcours de déconstruction là-dessus. Et puis il y a le deuxième truc sur lequel on en a parlé aussi dans un podcast avec Maëlys. Nous, il y a le syndrome de la petite fille gentille, petite fille parfaite, et puis il y a le syndrome de la petite coiffeuse aussi. Oui, et l'esthéticienne aussi. Et l'esthéticienne. Et voilà, on est dans des métiers particulièrement touchés par des syndromes de l'imposteur et des sentiments d'illégitimité. Donc nous sommes des métiers où la majeure partie du temps, on est relayé en tant que femme à notre rôle de salarié, à notre rôle de prendre soin du client, mais très peu à prendre soin de notre propre carrière, de notre propre corps et de notre évolution dans une entreprise ou même dans l'entrepreneuriat. Et donc très souvent, quand on se bloque dans ce système-là, déjà on donne beaucoup aux autres, on ne se rend pas trop compte. On fait beaucoup d'heures parce que malheureusement, c'est des métiers qui sont encore assez peu payés si on ne multiplie pas les heures sup et les responsabilités. Et en plus, on en oublie notre corps, puisque pour aller au bout de la journée, on est capable à 14h d'avoir mal au dos, et pourtant de continuer jusqu'à 20h sans avoir mangé, fait pipi ou bu un verre d'eau. Donc c'est des métiers où je trouve qu'on parlait des prédispositions par l'éducation. Pour moi, il y a une vraie prédisposition aussi dans les métiers du bien-être. Et c'est lié, parce qu'en fait, tu vas dans ces métiers du bien-être parce que tu as un type de profil. Moi, j'avais beaucoup de contrats pro que j'intégrais dans l'entreprise. Et en fait, quand on faisait les premières présentations, toutes disaient « j'aime donner ».
C'est fou ça. Et souvent, j'aime pas recevoir. Je préfère donner que recevoir. Donc là aussi, il y a un vrai déséquilibre qui est déjà en place dans ce type de métier. Et évidemment, alors peut-être moins aujourd'hui. Peut-être qu'il y a eu une prise de conscience. Je pense que ça commence parce qu'ils ont du mal à recruter aussi. Mais c'est des profils qui... on est des profils qui donnent plus et à travers le burn-out, tu apprends à recevoir aussi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et si on devait donner 3 choses qui nous ont aidés à nous en sortir, où est-ce qu'on irait, même s'il y a souvent des centaines de choses mises bout à bout. En tout cas, peut-être des idées auxquelles on n'avait pas pensé tout de suite, des trucs qui se sont peut-être trouvés sur le tard et qui nous ont permis de nous en sortir. Ouais, alors moi, il y a eu la remise en mouvement de mon corps, puisque tout s'est stoppé au début du burn-out, puisqu'en fait, on s'écroule et en fait, on n'est plus que ce tas de cendres là, donc on est arrêté volontairement par notre corps et cette remise en mouvement, alors moi, c'est passé par la natation, la piscine, parce que c'est mon élément. Mais je pense qu'il faut trouver ce qui nous convient à chacun, mais de se remettre dans le corps, dans ses sensations. Voilà, c'est idiot, mais évidemment que le sport fait partie d'une hygiène psychologique. Donc la remise au mouvement après cet arrêt, elle a été hyper importante. Il y a eu la nature aussi. Moi, j'allais marcher tous les matins. Alors, il y a beaucoup de nature à Paris, contrairement à ce qu'on pense. Il y a beaucoup de moyens d'aller se reconnecter avec cette nature. Moi, j'en avais besoin finalement pour me reconnecter à ma propre nature. Donc, j'avais besoin d'être déjà de marche, d'aller marcher, parce que vraiment, je pense que dans le cerveau, il se passe un truc quand on marche. On pense différemment, il y a des idées qui pop, voilà, donc la marche a été le mouvement par la marche aussi, mais la nature a été source de guérison pour moi, et finalement a donné une grosse part de mon entreprise aujourd'hui, puisque j'ai fait des formations pour la teinture végétale, etc. pendant cet arrêt maladie. En tout cas, j'ai commencé à me dire, tiens, et si je faisais ça, et si j'utilisais des pelures d'oignons et d'avocats que j'ai chez moi, et qu'est-ce que ça donne ? Et en fait, à travers la création, je pense qu'aussi, il y a un état de transformation qui est hyper importante, et d'alchimiser aussi par... j'ai fait aussi un cours d'art-thérapie avec une art-thérapeute. J'avais jamais tenu un passo. Moi, j'ai beaucoup d'artistes autour de moi, mais moi, je me considérais comme nulle. Et en fait, j'ai fait un truc pas si mal, parce que j'étais accompagnée à me dire, en fait, on s'en fiche du résultat. L'important, c'est d'être reconnecté à ton chakra racine, à ta respiration, à ce que tu vas faire avec tes mains. Et on s'en fiche de ce que ça donne. Et au final, je l'ai affiché parce que ça fait partie un peu... d'un emblème de cette reconnexion aussi. Donc je dirais, ouais, moi c'est passé un peu par cet état de création, entre guillemets, d'alchimisation par ça, par le sport, et par le fait de se reposer aussi, sans culpabiliser, d'apprendre à se dire, en fait là je suis juste sur mon canapé, j'ai le droit en fait, et je suis pas obligée de faire tout le temps quelque chose, et ça peut aussi être finalement comme un état un peu méditatif et de dormir. En fait, il y a aussi, moi j'ai eu une grosse période où je n'ai fait que dormir, étonnamment, je dormais beaucoup, et ça me guérissait. J'avais l'impression que ça guérissait mes cellules un peu de dormir. Donc voilà. Tu t'es rechargée intensément. Ouais. Non, ça, c'est hyper intéressant. Alors, il y a des gens qui se reconnaissent sur ça. Et moi, pour le coup, quand j'étais en pleine reconstruction, en tout cas dans le début du après-burnout, je regardais beaucoup de vidéos sur Instagram de nanas hyper inspirantes qui parlaient de ça. Mais problème, je ne suis pas du tout connectée de base à des éléments naturels. Moi, j'ai grandi au milieu de la nature et ça me saoule. J'ai grandi dans le sport et du coup, j'avais l'impression de régresser si je reprenais le sport. C'était dingue.
Ça a beaucoup changé aujourd'hui. Bien sûr que dans mon quotidien d'entrepreneur, je cours tous les matins et j'ai besoin de calme et de silence. Mais à l'époque du burn-out, dans cette sensation de brûlure, ça aurait été typiquement les choses où on me le disait beaucoup et j'avais pas envie de le faire, ni de me reposer d'ailleurs. J'avais pas du tout envie de le faire. Et j'ai été encore bien 2-3 ans derrière complètement déconnectée de mes émotions. Et ça a été tout un chemin qui s'est fait après avec la déconstruction sur mon éducation, mais vraiment indépendamment du burn-out. Et y a déjà des personnes qui m'ont parlé de ça, ils m'ont dit mais moi je n'arrive pas à être connectée à moi et en fait ça me demande trop d'énergie au moment où je suis déjà en train d'essayer de guérir de ce burn-out. Donc je pense que quand on n'a pas la maturité de Céline, pour le coup, moi les 3 choses que je dirais sont les antidépresseurs, hein, vraiment. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut des fois accepter d'en prendre. Moi j'ai mis du temps à en prendre. Ouais, moi aussi. Mais alors, parce que dans ma famille c'est pareil, je pense que toi c'est pareil. Ouh là là, si t'en prends c'est que t'es fou. Ouais. Des fois, si on vous dit de prendre des médocs, franchement, voilà. Moi les antidépresseurs ont changé ma vie sans vouloir en faire la pub parce que... on ne fait pas la pub de ce genre de substance non plus, mais si on vous dit d'en prendre, c'est pas parce que vous êtes fou ou c'est pas parce que ça va vous mettre dans un genre de camisole chimique, hein. Pas du tout. Au contraire, d'un coup on vous donne des molécules qui aident à votre cerveau à resécréter des hormones du bonheur et à annihiler un petit peu les autres. Donc vraiment, il y a un truc où si on vous dit de le faire, faut déconstruire, faut le faire. Après, la deuxième chose, ça a été pareil, la psychothérapie, la vraie, à l'ancienne, bizarrement, hein, alors que j'ai 20 ans, voilà. Bah, des fois, en vrai, il faut ça. Et pour le coup, le dernier truc qui pareil, mais vraiment hyper bizarre, c'est que j'ai changé du tout au tout toutes mes fréquentations, enfin vraiment moi j'ai eu besoin de reset en fait. J'ai déménagé, j'ai changé d'emploi, j'ai changé mes potes, j'ai changé de mec, tout en fait. Des fois, on passe par la sortie du burn-out par une certaine forme de violence et de tout déconstruire comme ça, de tout envoyer balader et tout, et c'est ok. Et je me sentais pas hyper légitime de le faire parce qu'autour de moi on me disait beaucoup de me reposer puisque effectivement toutes les personnes que j'ai rencontrées derrière dans le burn-out on fait par la douceur un peu, tu vois. Et pour le coup, il y a certaines personnes qui sont plus explosives en termes de personnalité. Et c'est ok aussi. Et comme quoi, on a des burn-out qui se ressemblent, mais on n'a pas du tout guéri de la même manière. Moi, j'ai vraiment culpabilisé, hein, mais en fait, non. Des fois, il faut y aller un peu fort. Après, sans parler d'âge, mais je pense que quand même ça joue beaucoup. Énormément, bien sûr. Moi, je l'ai fait, j'avais 39 ans. Et en fait, on parle de crise de la quarantaine, mais elle existe, la crise de la quarantaine. Et je crois vraiment que l'âge compte dans notre gestion du burn-out, dans la manière dont on le transcende, etc. Et sans faire de l'agisme ou de vouloir mettre des choses dans les cases, encore une fois, et encore une fois, chacun le vit différemment, mais l'âge et en énergie, le chiffre est quand même hyper important. Et par rapport à tout ce qu'on a construit avant dans notre vie, effectivement, on peut soit être assez stable dans sa vie et en fait avoir construit quelque chose dans sa vie personnelle d'équilibré et dans sa vie professionnelle de différent. On a des couleurs de personnalité qui sont différentes dans notre vie pro et dans notre vie perso. Et parfois, quand on s'élève énergétiquement et quand on a des prises de conscience personnelles, effectivement, notre entourage ne nous convient plus et on a besoin de tout envoyer valser. Et quand on a une montée comme ça, effectivement, on fait le tri. Et c'est aussi OK de fonctionner comme ça. Donc, mais ça serait intéressant d'avoir des retours d'expérience de gens qui ont vécu des burn-out. Est-ce qu'en fonction du moment de leur vie, ils ou elles l'ont vécu d'une manière particulière ? Je pense que ça serait à creuser aussi, ce sujet de à quel moment dans notre vie on vit ce burn-out. Oui, c'est clair. N'hésitez pas en commentaire des vidéos YouTube et en commentaire Spotify, Deezer à nous mettre. On lit tous les commentaires que vous mettez. Si vous aussi vous êtes passé par cette phase où vous avez l'impression d'être dedans, n'hésitez pas et puis à ajouter un petit mot peut-être sur votre âge pour qu'on creuse un petit peu ce sujet-là. En tout cas, pour la petite aparté légitimité que j'aime bien faire quand on parle d'âge dans le burn-out, moi on m'a beaucoup dit que quand on est jeune, on n'est pas fatigué. Eh bien sachez que c'est faux, hein. Vraiment, c'est un truc qu'il faut déconstruire, il n'y a pas de souci. Je suis l'exemple même du burn-out à 23 ans.
Et d'une fatigue émotionnelle plus que physique, en effet, j'avais peut-être moins mal au dos, moins mal aux articulations que je l'aurais quand j'aurais fait de la coiffure jusqu'à mes 40 ans. Mais pour le coup, la fatigue mentale et émotionnelle était plus que présente. Et aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi reposée émotionnellement alors que je suis à l'aube des bientôt 30 ans, là. Et bah, franchement, cette phrase, cette injonction de quand on est jeune, on n'est pas fatigué, au moment où vous ressentez les premiers symptômes du burn-out, balayez-la de votre tête parce que si, on a le droit d'être fatigué quand on est jeune. On a le droit de tout. On a le droit de tout en fait, à tout âge, tout le temps. Bon, quand on a mal partout, c'est chiant. Mais... Tu verras quand tu auras mon âge. Pour clôturer cet épisode, du coup, toujours le petit point pépites et pépins. Quels sont les pépins qu'on a transformés en pépites? Si tu veux en donner un pépin qui aujourd'hui est une pépite, si tu veux en donner 2, 3, 4, fais-toi plaisir. Déjà, clairement, le pépin, c'était le burn-out. Bah ouais, de ouf. Ce qui est vécu comme un pépin et se transforme en pépite. Après, des pépins, on en a aussi après. On en aura toute notre vie. Ce que j'ai appris aussi, c'est que qui paraît comme un pépin, enfin en tout cas moi je le vois comme ça. J'ai entendu une phrase il y a pas longtemps où on disait tu n'es pas ton entreprise. Et en fait j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il y avait derrière ça et pourquoi ça m'interrogeait autant. Et en fait c'est intéressant en termes de pépin parce que quand on vit quelque chose de négatif dans nos vies, on va se remettre nous en question. Et en fait, nous ne sommes pas nos métiers. C'est-à-dire que notre valeur ne va pas dépendre ni d'un jugement d'un supérieur qui a lui-même sûrement ses propres choses à travailler, ni un échec dans l'entrepreneuriat ne va pas montrer qu'on est nul et qu'en fait on n'est pas fait pour ça. Donc globalement, nous ne sommes pas notre entreprise dans le terme que évidemment que à travers notre travail, il y a notre personnalité, nos projets, qu'on soit salarié ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, on est recruté pour ça aussi, pour nos valeurs, notre manière d'être, notre rapport au travail, etc. Et ce qu'on va pouvoir développer dans l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat. Tout ça pour dire que il faut peut-être faire un distinguo entre ce qu'on va mettre de soi et notre propre valeur. Et ne pas perdre cette connexion qu'on peut avoir entre notre cœur et nos actions. Voilà. Ouais, très clair. Je pense que ça aide aussi, et c'est rigolo parce que c'est un peu le nom de ton entreprise aussi, ça aide à se valoriser soi-même plus par être que faire. Et pareil, dans toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le burn-out, c'est des gens qui utilisent beaucoup ce mot. Faire des choses et du coup se sentir valorisé par rapport à ce qu'on fait et du coup en faire toujours plus pour correspondre justement aux dictats de notre éducation, aux demandes de nos supérieurs, aux demandes de la société aussi. Il y a un petit cercle vicieux aussi dans l'entrepreneuriat. Quand on n'a plus de patron, on a l'impression de ne plus avoir d'injonction. Et bien si, il y a l'URSSAF et la TVA, et plus on en fait et plus on paye, et ben c'est pareil. Le fait de rentrer des fois dans cet engrenage, moi j'ai eu des moments un peu de down en tant qu'entrepreneur parce que j'étais tellement obnubilée par ce que je faisais, et en même temps plus j'en fais, plus je redonne et j'ai l'impression de perdre, et voilà. Bref, ça met un petit peu, pour moi, la plus grosse pépite de ce burn-out, ça remet un peu le curseur sur revaloriser juste d'être. Juste d'être en présence, un peu plus conscient de ce qu'on fait. Peut-être en faire moins. Moi, aujourd'hui, je coiffe moins, je peut-être travaille moins petit à petit. Mais par contre, quand je le fais, c'est plus qualitatif, c'est plus conscient, je vibre plus. Et du coup, c'est aussi plus long terme, je pense. Et ça, sans le burn-out, je pense pas que je l'aurais compris un jour.
En tout cas, merci Céline. On se retrouve, comme on le disait, dans notre deuxième épisode qui va parler un petit peu plus d'entrepreneuriat dans les métiers de la beauté. Un entrepreneuriat qui est vraiment très particulier, qui est fait, encore une fois, avec toutes ces connexions et ces vibrations. On va encore parler beaucoup d'émotions, puisque, vous l'aurez compris, on a un rapport à notre énergie émotionnelle qui est assez simple à décrire. Et on est hyper contente d'avoir fait ce podcast parce que les gens ont des fois du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et que nous, on adore ça. En tout cas, moi, oui. Ou en tout cas, c'est plus facile après le burn-out, peut-être, de faire ça. En tout cas, voilà, je te remercie grandement, Céline, d'avoir participé à cet épisode qui est très intéressant. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.